Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Yann Pinon de CFC Formation. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour ce webinaire organisé par CFC Formation et animé par nos amis et experts d'Odigo Conseil sur le thème « Réduire l'impact environnemental de ces bâtiments avec le schéma directeur immobilier et le BIM ». Avant de commencer, un petit mot sur le fonctionnement. Donc, vous avez un chat, je pense que vous l'avez vu si vous avez vu mon message, donc un chat qui est ouvert, libre tout au long du webinaire. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes vos questions. C'est toujours plus sympa quand il y a de l'interaction. C'est plus intéressant pour vous aussi, bien sûr. C'est l'intérêt de faire un webinaire en direct. On essaiera d'y répondre en continu ou à la fin du webinaire en fonction des questions. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à utiliser ce chat pour toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est fait pour cela. Et on fera appel à vous plus directement une fois pendant ce webinaire avec une petite question quiz, vous verrez, pour vous permettre de répondre directement et de faire réagir nos intervenants. Avant de commencer, un petit mot rapide sur CFC Formation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes un organisme de formation. Nous existons depuis 1994. Nous sommes spécialisés dans le domaine des marchés et des achats publics, ainsi que dans le domaine des bâtiments, de la construction et de la gestion de patrimoine bâti pour le secteur public et le secteur privé. Nous avons une offre dans notre catalogue assez conséquente de plus de 150 formations dans ces domaines et bien sûr, nous réalisons des formations sur mesure pour nos clients et nous sommes à votre disposition si besoin. Et sans plus tarder, je laisse la main à nos amis d'Odigo Conseil. Bonjour à tous. Donc, nous, Odigo Conseil, on est un cabinet de consultants et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est spécialisé sur les acteurs publics qui gèrent des actifs. Alors, les acteurs publics, on va dire publics et parapublics, c'est-à-dire tous les gens qui gèrent des bâtiments dans le cadre d'une activité qui est financée soit directement ou indirectement par des fonds publics. On intervient sur des types de prestations qui vont de l'assistance à maîtrise d'ouvrage à la formation. L'essentiel de notre activité de formation est fait en partenariat avec CFC. On verra dans le courant du webinaire quels sont nos dada, quels sont nos sujets. Donc, nos sujets, c'est le schéma directeur immobilier, c'est la gestion de la donnée technique au travers du BIM, c'est les marchés d'entretien et d'exploitation. Donc, pour ce qui me concerne, qui serait la personne qui va accompagner, qui va animer ce webinaire, je suis ingénieur INSA. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur de la gestion de bâtiments publics. Je suis plus spécialisé en gestion, exploitation, maintenance qu'en construction, mais j'ai été dirigeant d'une activité de construction et j'ai été dirigeant d'un établissement qui gérait des bâtiments pendant 3 ans. Sébastien, un petit mot de ton côté, s'il te plaît? Oui, merci bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Sébastien Leclerc, je suis chargé d'affaires au sein d'Odigo Conseil. Donc, ça fait 4-5 ans maintenant que j'ai rejoint Odigo Conseil. Et avec William, on intervient sur les différentes prestations qu'on va vous présenter et en fait qui ont pour but d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la gestion de leur patrimoine, donc du niveau qui peut être le plus stratégique et qu'on peut décliner ensuite dans un accompagnement de plus en plus opérationnel, donc à travers la donnée technique, l'optimisation des marchés, donc tout ça pour optimiser de fond en comble, je dirais, la gestion de votre patrimoine. Écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment est organisé ce webinaire? On va essayer de faire une première partie sur l'impact environnemental de la maintenance et des travaux sur les bâtiments. C'est quoi? Le contexte environnemental qu'on connaît tous, qu'on va essayer de se résumer rapidement en quelques éléments clés et de zoomer un peu quelle est la contribution que l'activité de la maintenance d'un patrimoine existant a sur l'impact environnemental. On vous décrira quelques éléments clés du contexte réglementaire. Bon, l'objectif, ce n'est pas de faire de vous des experts de chaque texte, mais qu'on voit les quelques éléments clés sur ça. Derrière, on en déduira ce que nous, on analyse comme étant les conséquences clés sur cette activité de gestion des bâtiments techniques. On vous fera réagir sur ça, on verra si on partage nos analyses ou s'il y a quelques éléments qui nous surprennent. Et une fois qu'on aura fait cette partie-là, on vous montrera comment on peut décliner une politique de travaux et de maintenance que nous, on qualifie de durable, qui contient
une planification un peu écologique des actions techniques, mais qui aussi respecte le fait que ces bâtiments ont un usage avec des gens qui sont dedans. C'est peut-être les salariés, c'est peut-être vos collègues, c'est peut-être des usagers, c'est peut-être parfois même des clients qui sont dans les bâtiments. Mais en tout état de cause, il faut quand même que le bâtiment il reste fonctionnel pour ses usages. Et ça, on verra comment la première pierre à l'édifice, c'est de penser globalement son plan d'action environnementale dans le cadre, bon, ce que nous, on a appelé là un schéma directeur immobilier énergétique, parce que c'est une appellation qui, dans notre monde d'expertise, fait quand même maintenant un peu sens, mais certains d'entre vous, peut-être les universités vont appeler ça les SPSI, peut-être que les organismes HLM vont appeler ça les PSP, peut-être que les régions vont appeler ça les schémas lissés d'investissement, mais en tout état de cause, on est dans cette idée de prendre le temps de dresser une stratégie d'action au niveau technique sur le patrimoine. On a aussi la déclinaison de ça, c'est-à-dire que pour avoir sa maintenance durable, certes, il faut une bonne stratégie, mais il faut que cette stratégie soit mise en œuvre efficacement. Et pour qu'on mette en œuvre efficacement sa stratégie, nous, on pense qu'il faut maîtriser la donnée technique, c'est-à-dire qu'il faut connaître un minimum les équipements que nous avons sur le patrimoine. Donc, une fois qu'on a une vision un peu moyen terme sur les travaux que l'on doit conduire sur le patrimoine et qu'on a des éléments techniques de connaissance sur le patrimoine qu'on gère, on est en capacité de faire de l'achat responsable, de cibler vraiment bien ces interventions comme il faut. Et c'est l'enchaînement de ces trois actions qui va nous permettre de mettre en œuvre notre maintenance durable. Une fois qu'on aura fait ça, mais comme le disait assez justement Yann, n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Yann lui-même, il est bien au courant de ce qu'on va raconter, donc il vous le dira dans le chat si jamais ces trois visuels plus loin, et il n'hésitera pas à m'interrompre s'il y a un problème de compréhension. Alors, quelques éléments clés d'un contexte qu'on connaît certainement tous, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes touché par ça et intéressé par ça. Un des premiers éléments clés de notre contribution en tant qu'acteur du bâtiment, c'est qu'on provoque une augmentation des températures moyennes qui, sincèrement, est forte, énorme même, qu'on provoque une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques. Qui n'a pas été surpris, et moi le premier, par ce phénomène étrange qu'a vécu les côtes normandes et du Nord, avec des vents soudains à 100 km/h, avec des gradients de température fous dans une même journée. On a quelque chose que peut-être on parle moins, on l'entend tous, on est tous sous la pression des textes de l'énergie, donc la température moyenne qui augmente, c'est vraiment une connaissance forte, mais il y a une deuxième dimension qui peut-être va être un élément encore plus fort dans la politique de maintenance des bâtiments, c'est la question de la pollution des sols. On a une tendance à l'artificialisation, c'est-à-dire au fait de, quand on met un bâtiment sur un terrain qui est agricole, on l'artificialise. Et cette tendance-là, elle est exponentielle ces derniers temps. Indirectement, on pollue le sol originel. Et puis, on a tous en tête les questions des friches industrielles, où dans certaines villes, on a des grands espaces où on ne fait plus rien parce que le sol a été pollué par une industrie par le passé, et donc on ne fait plus rien. Et on a la question des pollutions de sol qui est liée à l'utilisation des engrais et des désherbants pour l'agriculture. Donc, nous, par ce visuel, on aimerait vous sensibiliser au fait que, certes, on a l'énergie en tête tous. Vous arrivez d'ailleurs peut-être là en tête avec vos galères avec le décret tertiaire et votre stress de remplir correctement les choses avant septembre. Mais n'oublions pas que notre impact est aussi fort sur la pollution du sol. Sachant que tout ça, ça provoque une destruction de la biodiversité. Les scientifiques parlent même d'une 6e vague d'extinction massive des espèces. On a aussi la question de l'eau, sur laquelle nous, on est sensible en tant que gestionnaire de bâtiments parce qu'on est très consommateur d'eau. Et on a aussi une question sur les matières premières, encore plus ces derniers temps, avec la guerre en Ukraine et les différents contentieux géostratégiques. Et des matières premières, nous en sommes fortement consommateurs. Par ce premier slide, retenons que notre impact n'est pas juste simplement énergétique.
il l'est aussi, mais il y a aussi d'autres aspects qui va devoir rentrer en compte dans notre politique environnementale. Quelques chiffres quand même pour fixer les idées, dont un que nous, chez Odigo, on aime bien sortir parce que souvent, il est frappant, c'est l'impact qu'a le ciment sur les gaz à effet de serre. Le ciment, à lui tout seul, représente 7% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est vous dire le niveau d'impact qu'a ce simple produit-là. À lui tout seul, à l'échelle mondiale, le ciment, il a un impact sur les gaz à effet de serre plus fort que tous les États du monde, hors USA et Chine. C'est vous dire un peu pour vous donner une image combien il faut peut-être imaginer faire en sorte de rationaliser au maximum l'utilisation du produit ciment. Deuxième élément, ça vous le connaissez certainement plus parce qu'on nous le rabâche, le bâtiment, c'est en France la cause de 20% des gaz à effet de serre. Dans ces 20%, on va retrouver l'impact du ciment qu'on cite juste à côté. Autre élément, autre chiffre qui va peut-être nous préoccuper presque plus, 75% de la surface terrestre aujourd'hui est altérée de manière significative. C'est-à-dire que la 3/4 de la surface qu'on utilise est à des niveaux différents, plus ou moins polluée ou altérée. Et nous, on est contributeurs forts de ça, puisque nous, on construit des choses sur un terrain qui l'altère, et on ne pourra pas longtemps rester devant ce constat de 75%. Ça a produit des textes réglementaires que nous allons un peu parcourir ensemble. Donc, sur ce contexte réglementaire qui s'abat sur nous, l'objectif là, ce n'est pas de vous faire le bréviaire complet, on pourrait passer une journée complète à vous décrire les choses, mais au contraire, de vous aider à synthétiser ça. Le premier élément, c'est la stratégie carbone européenne. Cette stratégie carbone européenne, elle va toucher toutes les entreprises et toutes les organisations dans tous les pays européens parce qu'elle fixe des objectifs en matière d'économie de son impact carbone. C'est le Fit to 55, et c'est le fait qu'on va nous imposer de réduire notre impact sur les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. C'est cet objectif de neutralité carbone en 2050. Peut-être, Sébastien, pourrais-tu en dire un tout petit peu plus sur cet aspect-là ? Oui, bah pour la stratégie carbone européenne, en fait, pour remonter un peu l'historique, elle a été construite pour répondre aux objectifs définis dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, je me rappelle, les objectifs, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans l'idéal, voire 2 degrés par rapport au seuil pré-industriel. Bon, on a vu que là, on était déjà à 1,1, donc ça semble très mal embarqué. Mais donc, il y a pour répondre à ces objectifs, une stratégie qui a été mise en place avec un quota de tonnes de CO2, d'équivalent CO2 à émettre. Donc, pour ça, il y a des temps de passage. Donc, l'objectif, c'est la neutralité carbone, hein, comme a dit William, à 2050. Et avec un temps de passage pour 2030, avec une réduction à 55%. Et donc, qui va être traduit, en fait, cette politique un peu générale d'objectifs va être traduite par plusieurs autres réglementations. Donc, qu'on va dérouler ensuite, donc qui vont toucher notamment à l'énergie. On rappelle c'est quand même un objectif important, mais pas que. Donc certaines autres dispositions qui vont parler directement des émissions de CO2 ou bien même de l'artificialisation des sols. Donc là, nous, sur ce sujet, hein, pour ne rien vous cacher, on a déjà des clients qui nous interrogent sur comment ils vont bien arriver à calculer leur impact carbone, parce que c'est ça qui va se passer. Hein. Et cette stratégie-là, elle ne va pas toucher que les gens comme vous, elle va aussi toucher, Odigo Conseil sera touché. C'est-à-dire toutes les sociétés devront être en capacité de montrer que l'impact sur le carbone de son activité, nous, par exemple, par nos déplacements pour venir vous voir ou par la consommation qu'on fait avec nos PC, on va tous devoir calculer quel est notre impact carbone et mesurer dans le temps comment cet impact diminue. Autre réglementation importante, alors je passe de celle qui doit moins vous préoccuper à celle qui doit peut-être plus vous préoccuper, c'est le décret tertiaire, que peut-être vous maîtrisez mieux, qui contient l'obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² selon 3 échéances que sont 2030, 2040, 2050.
Oui, donc le décret tertiaire, sans doute qui vous est familier. Donc il y a un petit décalage de calendrier qui était attendu pour 2020-2021, puis finalement a été retardé à septembre 2022, hein, comme le disait William tout à l'heure, donc pour amorcer en tout cas cette démarche. L'objectif, c'est la réduction des consommations énergétiques, donc des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Donc on peut s'apercevoir qu'il y a en fait beaucoup de bâtiments qui sont construits, hein, suivant la répartition de votre site. Si vous avez plusieurs unités fonctionnelles au sein d'un même site, ben, vous pouvez être soumis, bien que voilà, les surfaces individuelles fassent moins de 1000 m². Donc, en deux mots, c'est des objectifs de réduction des consommations à horizon 2030, 2040, 2050. De méthodes de calcul, mais principalement celles, en tout cas pour les bâtiments les plus anciens, pour donner un ordre de grandeur, bon, pour ceux qui seraient moins familiers, un ordre de grandeur des réductions. C'est assez important, hein, 2030, donc c'est moins 40% des consommations, 2040 moins 50 et 2050 moins 60%, par rapport à un niveau qu'on aura choisi parmi 2010 et 2020. Donc, un niveau qui sera déjà un niveau de consommation assez élevé, hein, par rapport à 90 notamment, et donc des réductions assez importantes, donc, qui vont pas mal impacter l'activité et qui vont notamment impacter notre planification d'intervention. Autre élément que vous avez vécu, hein, mais qui s'inscrit toujours dans la ligne avec un pendant sur la construction neuve qu'on n'a pas cité là, mais dont parlera Sébastien, c'est la refonte des DPE. Voilà, oui, toujours sur la partie énergie, donc il y a beaucoup de dispositions qui se complètent. Donc on parlait de la construction neuve, on aurait pu citer la RE 2020, donc, qui va parler de l'énergie, mais également de l'environnement, hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus la RT, mais la réglementation environnementale 2020. Donc qui va fixer pas mal de contraintes de réemploi des matériaux notamment, hein, pour la construction neuve. Et on a choisi ici de présenter la refonte des DPE, donc la refonte des DPE qui va nous concerner plus particulièrement. Donc, voilà, plusieurs objectifs poursuivis par cette refonte, notamment en premier lieu, je dirais le fait de fiabiliser un peu un diagnostic qui était décrié plutôt à raison. On avait des résultats pas forcément exploitables et pas forcément cohérents, des DPE parfois assez légers en termes de recommandations de travaux notamment. Donc il y a plusieurs points qui ont été refondus, notamment le fait d'avoir des préconisations de travaux plus fines, plus adaptées, qui s'aligneraient du coup sur des sorties de classes, des classes les plus consommatrices, donc pour aller vers plusieurs scénarios, voilà, pour arriver sur des classes A, B notamment. Plusieurs échéances derrière ça, et notamment on peut citer les futures interdictions de location de ce qu'on appelle les passoires thermiques, donc les classes F et G qui seront progressivement interdites à la location 2028-2035. Et donc aussi, on peut aussi fixer, rappeler la modification qui rend maintenant le DPE opposable. Donc le diagnostiqueur a plus de responsabilités. Ensuite, c'est un résultat qu'on pourra, sur lequel on pourra capitaliser et notamment bâtir une partie de nos objectifs stratégiques. Allez, on poursuit. Donc, on a la stratégie carbone. Ça, c'est un impact qu'on va avoir tous sur l'ensemble de notre activité. On a deux textes un peu clés sur les aspects énergétiques, notamment le décret tertiaire. Et on a l'objectif de zéro artificialisation nette à 2050. Alors ça, c'est un texte extrêmement important, hein, qui répond, donc on comprend la stratégie carbone, le décret tertiaire, faire du DPE un vrai outil d'arbitrage avec des vraies informations. Tout ça, ça répond aux enjeux liés au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Et le zéro artificialisation net à 2050, ça répond aux enjeux de pollution des sols. Quelques éléments d'information complémentaires, s'il te plaît, Sébastien? Voilà, donc on a présenté plusieurs textes importants sur la partie énergie, mais donc pour répondre à l'enjeu, aux enjeux autres, hein, environnementaux autres que William a présenté, hein, le fait que l'artificialisation des sols participait à ce réchauffement climatique avec des sols, des herbes qui vont moins capter le CO2 notamment, donc l'impact sur la biodiversité également. Donc une autre stratégie réglementaire donc, qui découle de la loi climat et résilience. On peut faire le parallèle avec la stratégie carbone, c'est pareil, on a un objectif à long terme, 2050, avec l'objectif d'avoir zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que si on artificialise une parcelle une parcelle naturelle, donc pour construire un bâtiment, et bien, il faudra qu'en 2050, on compense en rendant naturel un espace artificialisé de même surface. Voilà, donc il y a un temps de passage également à 2030 qui est de 50% de réduction de la surface artificialisée.
Donc ça, c'est des dispositions qui s'appliquent aux collectivités, mais qui vont se répercuter sur nous, notamment via le nombre de permis de construire qui vont être accordés, notamment via la forme de ces permis de construire. Donc, ils vont nous concerner en fait assez fortement et directement. Donc, stratégie carbone, décret tertiaire, DPE, zéro artificialisation nette, c'est pour nous les 4 textes réglementaires, on n'ira pas plus loin. Du coup, un petit, Oui. c'est le moment de réveiller un peu les foules. Alors, non, effectivement, merci William et Sébastien pour cette explication du contexte. En fait, comme il n'y a pas encore de questions sur le chat, on va faire le contraire. C'est nous qui allons vous poser une question. Vous allez voir apparaître sur votre écran une petite fenêtre qui permet de répondre au sondage dans un instant. Donc, Yann, on t'entend un peu en mode voyelle. Donc, je vais le redire parce que peut-être que… donc là, on vous lance un questionnaire. On vous a donné 6 impacts. Hein. Enfin, qu'est-ce que ce contexte va produire pour nous? Est-ce qu'on va devoir augmenter ci, favoriser ça? Et on vous demande de nous répondre à ce petit sondage et on réagira après. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Ah, je vois que les réponses arrivent. Les premières réponses arrivent. On va le laisser ouvert encore quelques instants. Pour voir si ce sont des bonnes ou des mauvaises réponses par rapport aux conséquences dont on va parler juste après. Vous pouvez y aller, hein, c'est anonyme, on ne dira rien. Vous pouvez vous tromper. Oui, c'est anonyme et ce n'est pas une manière de vérifier pour nous que vous avez bien suivi la partie précédente sur le contexte. N'hésitez pas. Je continue de monter. Merci pour les réponses. On va clôturer d'ici quelques secondes. Allez, encore 10 secondes et on va clôturer le vote. Il y a encore des réponses qui arrivent. Voilà, je vais clôturer et publier les résultats. Ça y est, c'est publié. Alors, oui. Le grand gagnant est évidemment favoriser les campagnes d'amélioration énergétique. Hein, c'est un petit peu le sujet central qui découle du décret tertiaire. Donc, on verra comment on imagine, nous, vous proposer de le construire. Deuxième réponse, assurer une durée de vie plus longue aux bâtiments existants. Troisième réponse, alors, qu'est-ce qu'on a? On a continué à assurer une bonne qualité d'usage des bâtiments. Après, on a privilégié la destruction des bâtiments anciens très énergivores. Alors, peut-être un petit peu contradictoire, hein, parce que si on dit que d'un côté, il faut assurer une durée plus longue aux bâtiments existants, eh bien, on ne peut pas imaginer détruire le bâtiment existant très énergivore, on peut en débattre, mais enfin, beaucoup en arrière, mais avec quelques réponses quand même, augmenter le nombre de constructions neuves et continuer à assurer la gestion du patrimoine à moindre coût. Donc, on va voir comment nous, on traduit ça. Merci à tous ceux qui ont répondu. Hein. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va dire? Pour nous, le premier objectif que l'on cherche quand on travaille avec un maître d'ouvrage public, le tout premier, c'est rationalité d'usage des bâtiments existants. C'est faire en sorte que le bâtiment existant, on l'utilise de façon la plus optimale possible. Alors, vous pourrez me dire, mais c'est une possibilité que vous n'avez pas mis dans votre questionnaire. Bon, elle se retrouve un petit peu quand même. Je vais faire le tour de notre vision et on le mettra en regard avec vos réponses. En fait, là, c'est un peu comme l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, quoi. Donc là, étant donné que notre impact, il provient finalement de l'acte presque d'utiliser des bâtiments, moins on en utilise pour ses besoins, moins on en impact environnemental. Sébastien était hier participé à une conférence organisée par l'ADEME sur le sujet des schémas de directeurs immobiliers.
On a avec qui comme maître d'ouvrage public là? Quel était un peu le sujet là, Seb? Alors, c'était une série de 3 conférences organisées par l'ADEME, donc la dernière qui avait lieu mardi à Lyon, donc on a assisté. C'est une expérimentation qu'ont mené une soixantaine de collectivités. Donc, les maîtres d'ouvrage, c'était des collectivités locales, donc soit des communes, soit des communautés de communes, donc de toute taille, hein. Il y avait vraiment même des très petites communes de 5-10 000 habitants ou des autres acteurs publics, mais qui ne sont pas forcément de taille importante. Et donc, l'objectif, c'était de partager un peu aussi cette démarche de schéma directeur et d'avoir un retour d'expérience des collectivités. Donc, pour en dire simplement 2 mots, c'est des collectivités, comme je disais, de toute taille, de toute forme, qui sont engagées dans la démarche, donc qui ont nécessité certains changements, la prise en main d'une nouvelle démarche, donc un investissement, je dirais, des personnes certains, mais qui restait raisonnable et avec des bénéfices. Voilà, là-dessus, les retours étaient unanimes, des bénéfices immédiats et que les équipes pourraient même pas soupçonner, quoi. En termes de connaissance du patrimoine notamment, et après de suivi du patrimoine, notamment des consommations et notamment de l'usage, donc l'usage en termes d'occupation de surface bâtie, qui vont du coup nous permettre de diminuer ou baisser nos coûts d'exploitation. Donc certes, il y a principalement l'énergie, mais de manière un peu annexe, on peut citer le ménage, et qui est un poste important en fait. Et aussi voilà, les consommations en termes de foncier, quoi. Donc hier, un des sujets de cette manifestation, alors certes, l'amélioration énergétique était très présente, bien sûr, hein, mais la rationalisation de l'usage était au centre avec comment les bâtiments sont occupés. Alors, vous comprenez que volontairement, on a mis plutôt en avant ça, mais que très vite arrive effectivement ce qui est votre réponse majoritaire. Le sujet, c'est de structurer une campagne d'amélioration énergétique sur les bâtiments existants. Mais attention, d'abord, avant de faire ça, il faut se poser la question si j'ai réellement besoin de tous mes bâtiments existants et si il n'y aurait pas une façon de réduire la quantité de bâtiments existants que j'ai aujourd'hui. Et à ce moment-là, on aurait besoin de concentrer notre amélioration énergétique sur les bâtiments qui resteraient un peu dans le panier. Si on descend, de toute façon, il nous en restera. Parce qu'on ne voit pas bien comment on ne peut plus avoir 0 bâtiment. Après avoir réfléchi à ce que je garde et comment je peux rationaliser, puis avoir décidé donc ce que j'améliore énergétiquement parmi ce que je garde, il faudra faire en sorte que les travaux soient les plus efficacement réalisés. Pour réaliser efficacement ces travaux, donc cette optimisation des travaux, il faudra qu'elle soit ciblée et s'appuie sur une bonne connaissance des ouvrages et des équipements. C'est un peu le triptyque et il faut bien le faire dans cet ordre-là. J'ai un usage, j'ai des bâtiments, est-ce que je dois tout garder? Est-ce que je ne peux pas changer? Dans ce que je garde, OK, il y a une partie où vraiment la performance énergétique, ce n'est pas ça, il faut que je répète mon décret tertiaire. Comment j'optimise ma programmation d'amélioration énergétique? Puis après, je dois réaliser ces travaux, mais pas que ces travaux. Comment je fais pour que ces travaux soient le plus ciblés possible? Et effectivement, avec ce contexte lié à l'impact du ciment, 7% d'impact du ciment, en fait, on a un phénomène que nous, en France, on construit beaucoup avec du béton. Dans les pays anglo-saxons, la question se pose un peu différemment, mais malgré tout, ils construisent avec de la matière, du bois, du fer. Donc là, aujourd'hui, il va falloir essayer de faire durer le plus longtemps possible les bâtiments existants et donc adapter ces bâtiments à nos besoins dans le temps. Et ça a pour conséquence un truc étrange, c'est que loin de démolir l'existant, il va falloir réfléchir cet existant à le restructurer parce que l'impact environnemental d'une restructuration extrêmement lourde d'un bâtiment existant est favorable par rapport au fait de le détruire et de le reconstruire. Entre le zéro artificialisation nette et le fait qu'on aura besoin d'économiser sur la matière, en fait, ça va avoir un effet un peu paradoxal d'essayer de construire le moins possible. Alors, si parmi vous, il y a un organisme HLM, on est dans le paradoxe le plus total, parce qu'un organisme HLM ou quelqu'un qui gère du logement, parce que
finalement, d'un côté, on manque de logements et de l'autre côté, on est en train de s'apercevoir que moins on va construire, plus notre impact environnemental meilleur sera notre impact environnemental. On va donc avoir de plus en plus une tendance à agrandir peut-être, améliorer, étendre le bâtiment existant. On voit aussi un phénomène, c'est que on a quelques collectivités qui se traînent depuis de nombreuses années comme des boulets aux pieds, certaines friches industrielles ou certaines friches parfois de la SNCF, et assez étrangement, avec zéro artificialisation nette, il va devenir plus intéressant de dépolluer le site, puisqu'on aura de toute façon des contraintes. Lorsqu'on travaillera sur un site non pollué, il faudra rendre la surface. Donc, on a un phénomène favorable à ceux qui sont sur la gestion et l'exploitation maintenance de l'existant, qui concourt à rationaliser notre bâtiment existant, l'améliorer énergétiquement. Nous, on va appeler, on y reviendra, on vous redira ce mot, à une certaine frugalité de l'intervention technique, à l'organiser de façon à ce qu'elle impacte le moins la matière, mais il faudra quand même qu'on en fasse, à adapter tout au long de la vie des bâtiments à l'usage ce bâtiment. Donc oui, il faudra assurer une durée de vie pluriannuelle au bâtiment existant. Donc finalement, bravo, vous étiez bien dans les enjeux. Comment fait-on pour faire ça? Eh bien, pour nous, on empile trois strates. On peut avoir des objectifs presque antagonistes aujourd'hui. C'est quelque part un bâtiment impacte sur l'environnement, mais quand même, ce bâtiment, on en a besoin. Pour gérer cette équation un petit peu paradoxale, il faut penser globalement sa planification écologique. C'est le point que nous aborderons juste après. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faudra bien maîtriser sa connaissance des ouvrages pour enclencher notre politique de frugalité des interventions techniques. Et il faudra optimiser les achats et les marchés d'entretien pour faire en sorte, que nos déplacements soient les plus optimaux possibles et que la matière que nous achetons soit la plus environnementale possible. Alors, c'est quoi un schéma directeur immobilier et énergétique? Qu'est-ce que c'est que cet animal? Eh bien, en fait, ça sert à quoi cette démarche? Ça sert à d'abord construire un programme de travaux d'amélioration des performances énergétiques en cohérence avec ces autres enjeux. Construire un travaux d'amélioration des performances énergétiques tout seul, qui découlerait directement du décret tertiaire, sans se poser la question de l'utilisation et de l'usage de ce bâtiment que l'on en fait actuellement, est une erreur. Parce qu'on risque de faire des travaux d'amélioration énergétique sur des bâtiments qui ne sont pas capables de répondre à nos enjeux du futur. Donc, il n'est pas bon d'aborder l'énergie de façon seule. Quelque part, j'aimerais à ce stade vous parler un peu de RSE. Notre objectif, votre objectif, c'est quand même de rendre le service de votre objet social. Les uns sont dans l'éducation, les autres dans le médico-social, les troisièmes sont des collectivités, les quatrièmes gèrent des bâtiments pour faire de la formation, je ne sais quoi. On a quand même besoin de ça. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre sa planification écologique, qui va maîtriser son impact environnemental, et le fait de répondre correctement à son objet social à soi, qui est quand même de rendre un service à des administrés, à un public. Donc, il y a besoin d'une réflexion qui coordonne l'action énergétique avec ces autres enjeux. Eh bien, le schéma directeur immobilier énergétique est typiquement cet outil qui permet de faire ça. Du coup, on va à la fois regarder les travaux d'amélioration, mais aussi, on va le dire comme ça, la valorisation au maximum des surfaces existantes. Je ne voudrais pas que parmi vous arrive dans vos esprits, non, on n'est pas là en train de prôner le fait qu'on entasse les gens dans les locaux au maximum. On est là en train de prôner la juste raison entre les travaux d'amélioration énergétique et l'usage qu'on a fait, et le fait de se poser une question simple, c'est est-ce que mon bâtiment d'aujourd'hui sera capable demain de répondre à mes enjeux, de mes objectifs à moi. Et il y a aussi l'objectif dans le schéma directeur immobilier d'éviter les redondances de travaux par une démarche interne de collaboration
entre l'ensemble des acteurs chez vous, que ce soit votre service ou les autres services, que ce soit votre gouvernance, vos DGA, vos DGS, vos présidents, que ce soit vos parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui interagissent avec eux, d'arriver à avoir une feuille de route où on sait tous que cet établissement, on va le réhabiliter dans 3 ans. Donc peut-être que maintenant, tout le monde le sait, on va essayer d'éviter de faire des travaux maintenant. Ou alors, si jamais on voit que ces équipements-là, on a besoin d'en remplacer dans deux établissements ici, qu'on en a un troisième à côté, peut-être on va essayer de les faire ensemble. Si on n'a pas cette réflexion globale et qu'on ne gère qu'un peu au coup par coup, déjà, on va subir les demandes, on aura du mal à s'orienter et surtout, on ne pourra pas avoir une planification écologique efficace. Comment ça se structure ? Un schéma directeur immobilier, c'est une démarche de stratégie qui commence par un diagnostic qui est forcément multidimensionnel. Ce diagnostic, il va porter certes sur les besoins techniques de votre patrimoine, mais sur vos besoins énergétiques. Donc, il va embarquer les enjeux du décret tertiaire, mais aussi, et là, c'est vraiment l'effort qu'on a besoin de porter sur cet espace fonctionnel. Dans votre vie à vous, il n'y a pas que le sujet occupationnel, il n'y a pas que le sujet combien de gens par mètre carré. Il est important, certes, mais il y a un autre sujet, il y a un sujet purement stratégique de positionnement de votre service sur vos territoires. Et bien que le bâtiment soit parfois qu'un outil au service d'un objet social, quand je suis région et que je fais des lycées, mon premier objectif, c'est quand même de former des lycéens. Ce n'est pas tellement d'entretenir les lycées. Mais sauf que le bâtiment, s'il est dans un endroit où il y a de moins en moins de lycéens, plutôt que de se poser la question exclusive de savoir comment j'améliore sa performance énergétique, il faut se demander si le lycée dans ce territoire, il a toujours vocation à y rester. De la même façon, on peut avoir des territoires où on a des bâtiments qui permettent d'offrir une certaine quantité de services, et sur ce territoire, nous, on aurait besoin d'en apporter plus. Donc, le schéma directeur immobilier, c'est cette réflexion qui vous permet de croiser l'ensemble de vos enjeux, donc vos enjeux environnementaux. Donc, on fait ce diagnostic, un diagnostic technique, un diagnostic énergétique, le diagnostic du territoire, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin moi sur ce territoire-là, et l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire ce bâtiment, dans sa structure aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de répondre à mes enjeux de demain? Je vous prends un exemple tout court pour que vous compreniez. Moi, je suis, je ne sais pas si ça parmi vous, mais je suis une chambre des métiers et de l'artisanat, je gère des CFA. Il se trouve que j'ai de plus de demandes d'artisans, mais en fait, ce sur quoi il faut que je les forme maintenant, c'est plutôt la menuiserie, alors qu'avant, je les formais à l'imprimerie. Est-ce que l'atelier que j'ai dans mon CFA, il est capable, dans sa structure bâtimentaire, de devenir un atelier pour former à la menuiserie, alors que dedans, il hébergeait des imprimantes? Ces questions-là, il faut se les poser en même temps qu'on se pose des questions de l'amélioration énergétique. Du coup, quand on pose le diagnostic, il peut nécessiter des visites sur site ou il peut nécessiter un simple remue-ménage des équipes chez vous. Et vous voyez que nous, on fait un préalable de la stratégie. Après, on vous parlera de maîtrise de la connaissance technique et de savoir ce que vous gérez. Là, on est dans des démarches globales. Il faut que ce reste une démarche globale avec une vision globale. On n'est pas là à avoir besoin de savoir exactement combien de mètres carrés d'atelier on a ou combien de CTA on a. On peut faire cette démarche sans avoir une connaissance précise et on n'a pas besoin de passer par l'étape diagnostic technique qui prend 1 heure par bâtiment pour faire un schéma directeur immobilier énergétique. Une fois qu'on a fait cette stratégie, on la déclinera dans des scénarios prospectifs. Évidemment, à ce moment-là, se posera la question de la dépense de vos budgets. Et puis, on déclinera un scénario définitif cohérent avec vos budgets qui répond à l'ensemble de vos enjeux. Donc, ce SDIE, à la fin, il va vous servir de feuille de route. Il a certes vocation à être actualisé régulièrement, mais quand on dit régulièrement, nous, on parle en années. C'est-à-dire qu'un SDIE, il s'actualise tous les 2-3 ans. Il ne s'actualise pas tous les 2-3 mois. Et donc, il englobe 3 objectifs.
rationaliser vos surfaces existantes et à bâtir et le foncier. Donc, il répond à des enjeux environnementaux. Programmer à long terme les travaux du décret tertiaire et les réhabilitations adéquates. Donc, il va vous permettre de minimiser votre impact environnemental. Et surtout, il le fait en même temps que de prévoir votre plan d'action technique pour améliorer l'usage de vos bâtiments par rapport à votre objet social à chacun. Je suis gestionnaire de lycée, de collège, de maternelle. J'aurai ma politique d'amélioration au service de mes élèves. Je suis dans le secteur du médico-social, j'accompagne des personnes en handicap. Mes bâtiments répondront de mieux en mieux à la nouvelle politique de service que me demande la CARSAT. Je suis université, j'ai demandé l'autonomie, j'arriverai progressivement sur mon territoire à de plus en plus de rendre mon activité cohérente. Et en même temps, j'aurai ma planification écologique. Une fois que j'ai cette brique, alors il s'agit de mettre en œuvre cette stratégie. Pour mettre en œuvre cette stratégie, je vais plus ou moins beaucoup de choses vont se traduire par des travaux. Donc, faire des travaux efficaces, nous, on ne voit pas trop aujourd'hui comment on peut le faire sans avoir une connaissance des composants du bâti et de ses équipements. Connaissance des composants du bâti, c'est-à-dire le clos et couvert, l'infrastructure, les VRD, les réseaux, tout ce qui constitue votre enveloppe de votre patrimoine, les menuiseries rentrent là-dedans, et ces équipements, c'est-à-dire tout ce qui vous permet de chauffer, refroidir, amener de l'eau, pour ceux qui ont besoin, amener du courant faible, du courant fort, pour ceux qui gèrent des installations avec des équipements un peu industriels dans des locaux particuliers. Parfois même, là récemment, j'avais un échange avec un gestionnaire d'un port qui me demandait est-ce que là-dedans, on peut rentrer les infrastructures du port, les grues eh bien, je lui ai répondu qu'on avait discuté avec le CNES, les gens qui gèrent les équipements du CNES à Kourou, et qui nous posaient la même question avec les pas de tir. Donc là-dedans, vous rentrerez tout ce qui est immobile. Là, c'est la maîtrise de la donnée technique immobile. Je ne vous parle pas, pour ceux qui en ont, du véhicule qui va transporter quelque chose ou de votre boîte à outils ou de votre… On est dans les composants de ce qui est fixe sur mes infrastructures. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que nous, quand nous intervenons chez nos clients, il n'y a pas un client chez qui on ne trouve pas de la redondance. Redondance, ça veut dire tel CTA, on l'a remplacé 2 fois en 10 ans. On l'a remplacé parce qu'on a remplacé tout le système en telle année, mais on l'avait aussi remplacé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère un autre budget qui avait dû la remplacer à un moment donné, et en fait, on s'aperçoit qu'on l'a remplacé 2 fois. Par ailleurs, tout bêtement, parfois, il y a ce qu'on fait dans le passé et ce qu'on fait dans le futur. Parfois, c'est bien de grouper les choses. On s'aperçoit que l'état de tels équipements dans tel bâtiment peuvent attendre 2-3 ans, mais il se trouve qu'on a 2 autres bâtiments dans lesquels on a les mêmes équipements et eux doivent être faits aujourd'hui. Si on a une bonne base de connaissances patrimoine, on peut faire un marché qui regroupe tout ça. Attention, chez Odigo, on est très sur un raisonnement digital. Donc, quand on vous parle de tout ça, pour nous, la maîtrise de la donnée technique, c'est forcément informatique. Et pour nous, le Graal, c'est forcément au travers du BIM. Après, on a accompagné plusieurs de nos clients à des étapes où des clients qui ne réalisent pas de maquette 3D, mais qui respectent ce principe d'avoir un modèle de données informatique qui décrit des équipements. Dans la tête de chacun d'entre vous, là, un certain nombre d'entre vous, peut-être quand vous pensez BIM, vous pensez dessin en 3D, et c'est un peu ça qui dirige, et vous vous dites, mais comment on fait pour mon existant, je n'ai pas de dessin. Bon, attention, le BIM, son fondement, ce n'est pas forcément la maquette, c'est d'abord le projet, ses usages, et c'est d'abord la connaissance. On va y venir. Deuxième composante de tout ça, pourquoi c'est important d'avoir cette maîtrise de données techniques? Parce qu'aujourd'hui, vous fabriquez votre service avec des tiers qui sont des entreprises, parfois des AMO, parfois des maîtres d'œuvre, et ces gens-là redécrivent à l'envi
vos patrimoines si vous-même, vous n'êtes pas capable de leur donner. Vous allez les engager sur une réhabilitation énergétique. Si vous ne le savez pas, ils vont devoir repartir sur site, recompter les CTA, regarder les trucs, ne serait-ce que pour faire le cahier des charges. Ils vont devoir reprendre les maîtrises de vos surfaces de patrimoine, ils vont devoir recalculer combien d'isolation technique par l'extérieur. Si vous avez déjà ça, au moins grossièrement, vous ferez gagner un temps énorme à vos partenaires, vous éviterez qu'ils se déplacent pour rien, on évitera de faire du descriptif plusieurs fois, de recenser plusieurs fois les mêmes ouvrages et indirectement, votre impact écologique va diminuer. Vous me direz, oh, c'est marginal. Mais non, pas du tout. Hein. Ça a été démontré que dans le cas d'une construction neuve, on refaisait 7 fois les mêmes plans. Donc, essayons, dans une situation où on va se retrouver avec certainement de grosses campagnes de réhabilitation, d'éviter que l'ensemble des maîtres d'œuvre qui vont vous accompagner doivent refaire des plans 50 fois. Et tout ça va contribuer à limiter les déplacements sur site des équipes en cas de panne urgente. Donc, vous comprenez ce qu'on vous propose. D'abord, d'avoir une vision si vos bâtiments correspondent à vos usages, de bien cibler ce que vous allez garder, de planifier vos grosses interventions et quand vous en êtes à les réaliser, ces interventions, de le faire avec un préalable qui est de se construire le système d'information, même s'il est simple, mais ça sera une base qui vous permet de durablement structurer une connaissance des équipements parce que ça vous aidera dans la frugalité des interventions, ça vous évitera des déplacements aux AMO, ça leur fera organiser de l'argent et vous aurez une bonne idée des travaux les plus importants. Tout ça, cette maîtrise de la donnée technique, alors certes, il faut faire un effort au départ, surtout pour les clients qui vont vers le BIM, mais ça a un premier effet, c'est que indirectement, ça va réduire votre impact environnemental parce que vous contribuerez à consommer moins de matière. Vous remplacerez moins de choses et ça provoquera moins de déplacements. Mais on est presque là dans la RSE puisque ça sera virtuel, parce que ça sera pas virtuel, ça sera un cercle vertueux, vertueux. Ça sera un cercle vertueux, ça fera gagner aussi du temps à vos équipes. Et du coup, ça fera en sorte que vos investissements soient plus ciblés là où vous avez le plus de besoins et donc ça optimisera financièrement. Notamment d'ailleurs, William, en sortant de la maintenance corrective pour petit à petit faire du préventif et c'est là aussi qu'on aura le gain financier. Et en fait, on est dans cette logique de vous définissez un peu votre plan de campagne, votre plan d'action globale et à chaque opération, vous essayez d'optimiser le gain de vos équipes. Alors, comment on met en place, comment on fait une démarche de maîtrise de la donnée technique? Parce qu'évidemment, ce n'est pas simple et ça prend quelques temps. D'abord, il faut déjà faire un audit de ce que vous connaissez déjà. Et souvent, vous connaissez déjà beaucoup de choses. C'est dans la tête de Paul ou d'Arthur, c'est dans le fichier Excel qui est posé dans le dossier de Jacques, c'est dans… Alors, première étape, on questionne tout le monde, on dit, mais toi, tu maîtrises quoi? Ben moi, je gère les CTA, j'ai un petit fichier là qui fait l'annexe de mon marché, ok, je prends. Toi, tu fais quoi? Ben moi, sur tout cet élément de patrimoine, je l'ai géré, j'ai quand même mis à jour tous mes plans. On fait un bilan de la connaissance qu'on a déjà. Et une fois qu'on a cette connaissance, on va dresser un peu les besoins métiers prioritaires. Parce que vous avez des choses, si vous les connaissez, ces choses mieux, vous avez des gains immédiats. Par exemple, on va voir nos clients et il y en a un qui nous dit « Mais moi, je recherche tout le temps où est la vanne de coupure de l'eau. Chaque fois que j'ai un problème quelque part, je ne sais pas où sont les vannes de coupure, donc je passe un temps fou à ça. » On a des clients dans les îles qui n'ont pas de raccordement à un tout à l'égout commun ou à une adduction d'eau et qui nous disent chaque fois qu'on a un problème sur nos steps, c'est l'enfer. Donc, on va identifier les endroits où on n'a pas la connaissance, mais on a un gros besoin et ça va fabriquer derrière une méthodologie. Il faudra effectivement passer par
le choix et le contenu, la forme de données informatiques. Donc, vous comprenez, hein, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? De quoi j'ai le plus besoin de façon prioritaire pour être le plus efficace? Qu'est-ce que je choisis comme outil? Alors, nous, on sera ravis si on arrive à vous convaincre d'aller au BIM, mais on peut passer par des outils plus simples de gestion de techniques de patrimoine. Parfois même, au moins au début, on se fait un fichier Excel partagé. Ce n'est pas le plus idéal. Et une fois qu'on a ça, on verra si on va jusqu'au BIM, mais si on va jusqu'au BIM, on harmonisera toutes les maquettes par rapport à l'ensemble de ses besoins. Retenez ici, et puis si vous avez besoin de plus de détails, vous pourrez creuser avec nous ou avec d'autres, que avant d'être un outil informatique, le BIM est un projet, est une réflexion sur les besoins que j'ai dans mon exploitation maintenance de connaissances. Et alors, j'utilise la partie du BIM qui est l'outil informatique pour m'aider à, dans mon nouveau processus de gestion et d'exploitation de maintenance avec mes partenaires, à consolider une méthode. Le BIM, c'est aussi une méthode. C'est un outil informatique, certes, c'est aussi une méthode et c'est un moyen à la fois de capitaliser sur la géométrie de ce bâtiment, mais surtout sur toutes les propriétés des équipements dont j'ai besoin. Donc, une fois que j'en suis arrivé là, eh bien, dans notre idée à nous, on est quand même pas mal. On a notre vision globale, on a nos outils pour conduire nos opérations. Ben, maintenant, il faut qu'on travaille sur nos marchés, sur nos contrats. Là-dedans, vous avez 2 voies et nous, on va vous inciter à réfléchir à une politique d'achat responsable puisque là, vous l'avez. Alors, cette fois, chez nos clients, le directeur de l'établissement ici, il est un peu autonome. Le directeur de l'établissement là, il est un peu autonome. Chacun fait un peu ses trucs de son côté avec ses entreprises. On a du mal à se dire, ben là, ces 2 actions sur ces 2 établissements, je vais les faire en même temps parce que c'est intéressant pour moi de changer toutes les menuiseries de ces 2 trucs en même temps. Ça, la politique d'achat responsable, on peut le faire parce qu'on a un SDIE, parce qu'on a une bonne connaissance technique et on va se poser la question des distances géographiques des sites. Comment on construit une politique d'achat pour essayer de faire en sorte que ces achats… Alors, certains là pensent à un truc. C'est vrai que dans vos marchés publics, vous aurez du mal à imposer que l'entreprise soit présente ici ou là, puisqu'on doit laisser libre et on peut prendre une entreprise de n'importe où. Mais on peut imaginer de faire des lots par secteur où l'entreprise qui va faire 2 établissements qui sont distants de 20 km pourrait faire aussi celui qui sont distants de 40 km. Cette réflexion mérite d'être prise en compte. Et on va ici vous inciter dans vos marchés, en tout cas c'est ce que nous faisons quand nous accompagnons nos clients sur les marchés, à utiliser l'obligation des critères environnementaux et sociaux sur des éléments qui peuvent apparaître un peu bébêtes, un peu ciblés, mais qui ont une bonne efficacité. Essayons d'éviter dans ces critères environnementaux et sociaux des trucs un peu trop génériques, un peu trop généraux, pour se concentrer sur des éléments plus contrôlables. Je vois, moi, demander aux fournisseurs de répondre sur quelle est votre politique de déchets. Bon, sans vouloir trop divulguer ce qui se passe, souvent, là, ils en ont peut-être pas trop, certains. Ils vont vous écrire des choses que vous aurez dans un mémoire technique, que vous évaluerez certainement positivement parce que c'est écrit, et vous contrôlerez peut-être pas trop derrière si ce qu'ils ont écrit est un peu vrai. Donc, nous, sur ça, on préconise vraiment de faire des choses peut-être plus petites, moins généralistes, mais plus ciblées et surtout contrôlables. On pense aussi que là-dedans, on peut jouer sur les demandes performantielles sur les produits installés. On a l'outil imparfait, certes, des fiches des FDES, pour ceux qui connaissent, mais on peut, dans plein de cas, avoir des aspects performantiels sur les produits que l'on demande qui seront possibles d'aborder, de vérifier dans le cadre du choix des échantillons sur les opérations. Donc, vous voyez à ce stade ce que nous préconisons pour ce qui nous concerne, c'est vraiment se construire sa vision globale, avoir sa politique de maîtrise des données techniques, utiliser ces 2 informations pour construire sa politique d'achat et bien gérer le fait d'économiser la matière, le fait d'économiser les déplacements
et utiliser les critères sociaux pour pouvoir choisir des produits à faible impact environnemental. Peut-être, Yann, on peut avancer sur comment l'ensemble des participants à ce webinaire pourraient aller peut-être plus loin si tant est qu'il y en ait besoin. Oui. On peut aussi, si certains en ont, prendre quelques questionnements. Je te passe la main. Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, vous m'entendez bien? Ouais, là, moi, je t'entends bien. Là, c'est bon, d'accord. Donc, non, effectivement, merci beaucoup, hein, William et Sébastien, pour cette intervention, pour tous ces éléments structurants et vos conseils opérationnels et éclairants. Pour finir, effectivement, plutôt pour continuer et pour aller plus loin, nous proposons chez CFC Formation donc les trois formations suivantes sur les sujets qu'on a abordés dans ce webinaire ce matin. Une formation sur la stratégie immobilière et le plan stratégique de patrimoine. Vous voyez sur l'écran les dates proposées, les modalités. C'est une formation de 2 jours en présentiel. Et nous avons 2 formations dédiées au BIM. Une première, bien comprendre et débuter dans le BIM, devenir acteur plutôt que subir. Et une deuxième, déployer une démarche BIM en gestion, exploitation, maintenance. Comme le titre l'indique, hein, la première formation est dédiée vraiment à la stratégie, donc au schéma directeur et à la définition et au déploiement de cette stratégie. La formation sur le BIM avec le titre, l'angle un peu original, devenir acteur plutôt que subir, je pense que, comme vous le savez, c'est un sujet complexe et pourtant extrêmement utile et passionnant. Et comme on l'a vu ce matin, le BIM est plus qu'un outil, c'est une méthode. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette formation pour donner des pistes sur ce sujet et d'accompagnement. Et la deuxième formation sur le BIM dédiée au BIM gestion, exploitation, maintenance. William ou Sébastien, si vous voulez dire 2 mots, il nous reste 2 minutes sur ces formations. Et bien sûr, on a des dates affichées, mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre besoin sur ces formations, bien sûr. On peut effectivement détailler. Je ne sais pas si certains d'entre vous voulaient réagir à ce stade avant que peut-être je détaille les trucs. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est toujours l'exercice de ces on n'a pas de questions. Du coup, je pense bon, allons-y. Donc, dans le module stratégie immobilière, l'objectif, c'est qu'au terme des 2 jours, si vous n'avez pas une grande complexité dans votre patrimoine, c'est que vous soyez capable de le mettre en œuvre de manière autonome. S'il y a une complexité, au moins que vous soyez capable de formuler votre besoin, d'en comprendre ce que vous pouvez en attendre et ce qu'il faut que vous retrouviez dans la démarche pour que vous puissiez éventuellement choisir quelqu'un qui vous aide. On regarde en détail, en gros, on a une demi-journée sur c'est quoi une stratégie et quel est le niveau de détail de la stratégie. Voilà, ça c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a beaucoup de nos clients là sur ça qui ont tendance à vouloir être trop précis dès le départ. Alors, on est tous des techniques, hein, moi aussi, donc on a tous envie d'avoir le nombre exact de robinets, le nombre exact de mètres carrés. Mais avant de faire ça, il faut savoir si on garde le patrimoine ou pas, quoi. Et on peut le faire sans avoir besoin d'être trop précis. Donc, il y a une demi-journée sur l'échelle d'analyse et qu'est-ce que je peux en attendre. Après, il y a une grosse après-midi. Généralement, on finit en milieu d'après-midi, en milieu de matinée du 2e jour sur la partie diagnostic, comment je le bâtis. On a un gros temps sur comment je fabrique les scénarios et comment je le choisis. Une étude de cas sur un cas un peu type qui vous permet de repartir avec des outils que vous pourriez utiliser dans votre cas. Et en fin de session, on montre un peu comment on peut mettre à jour ça dans le temps. Sur les 2 autres modules sur le BIM, le premier est un module généraliste qui va vous faire vraiment comprendre tous les atouts du BIM. L'objectif, c'est que vous arriviez, vous êtes en train de vous demander s'il faut acheter Revit, parce que Revit n'arrête pas de vous envoyer des demandes d'achat de l'outil pour passer d'Autodesk à Revit et vous demander si c'est pertinent. Et vous verrez, vous sortirez en vous disant que c'est un projet d'amélioration globale de ma gestion technique ou de ma construction, parce que dans ce module-là, bien comprendre et débuter dans le BIM, on est sur l'ensemble de l'activité d'un bâtiment, donc on balaye de la programmation jusqu'à le patrimoine existant, y compris les phases chantier. On vous donne tous les concepts, tous les éléments pour que parfois les gens qu'on a là assistent à des réunions, on leur parle le BIM, ils ne se sentent pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'impression de comprendre tout le jargon. Une fois que vous aurez fait ces 2 jours, vous comprendrez bien le jargon et
comme dirait l'autre, vous paraîtrez intelligent dans les salons. Et puis enfin, notre dada à nous, c'est comment on décline les principes des BIM sur l'exploitation-maintenance. Dans ce module, on a un gros truc sur comment on fait pour modéliser le parc existant ancien. Et je finirai par ça. Sachez que c'est possible, que c'est accessible à vos budgets, qu'on a des moyens à vous proposer. Ce n'est pas nous qui faisons, hein, on ne vous vend rien, là, mais c'est possible de BIMer le patrimoine existant. Voilà. Bien, ben merci beaucoup, William et Sébastien, pour votre intervention. On a une question, Yann, on a une question là. On a une question sur pourquoi ne pas développer une offre de formation plus large en distanciel qui serait d'autant plus intéressante pour les venants des DOM. C'est une bonne question, c'est-à-dire là, la question c'est est-ce qu'on pourrait avoir un truc ciblé sur ça pour creuser tous les aspects sur des modules ouais, c'est pas une mauvaise idée, ouais. C'est une bonne proposition. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Yann. Non, c'est effectivement très pertinent. Alors, on y travaille. Hein. Là, on ne présente pas l'intégralité de notre offre, mais on a un certain nombre de modules à distance sur un nombre important de nos formations. On essaye de le développer de plus en plus. S'il y a un besoin, effectivement, comme vous l'exprimez, on peut tout à fait en discuter pour le déployer. Je prends, pour la personne qui a posé la question, je vois le nom. Dans tous les cas, on va vous contacter ou vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler. Alors, c'est la slide suivante, la dernière slide, pour les coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail. Le numéro et le site s'affichent pour qu'on puisse en discuter directement si vous avez des besoins précis sur un sujet ou sur des modalités ou si ça concerne plusieurs personnes de votre organisation. Pareil pour nous. Hein. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin ou si vous avez besoin, pas de formation évidemment, parce que là, nous, on passera exclusivement par CFC, mais d'accompagnement, on sera tout à fait à votre disposition. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez recevoir lundi le replay de ce webinaire, et aussi pour les personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui concrètement en direct. Donc, vous allez recevoir le replay, le support de présentation et bien sûr toutes les informations sur nos formations, le programme. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence et très bonne journée, très bonne fin de semaine à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.